Bienvenue chez Reset Your Mind, vous écoutez le 49e épisode. Aujourd'hui, je reçois une invitée pas comme les autres. Amandine, c'est la seule RH que je connais qui débarque en comité de direction déguisée en mignon. Oui, en mignon. Et pourtant, elle n'a rien d'un gadget RH. Elle est cash, drôle et hyper engagée. Elle a bossé dans des grandes structures, mais a fini par choisir un autre chemin, celui de l'impact à taille humaine. RH à temps partagé, business partner assumé, maman de 3 enfants, entrepreneur. Elle est venue remettre les points sur les i. Parce qu'une RH, c'est pas un tampon entre les salariés et le board. C'est pas un garde-fou ni un confident ou une confidente. C'est, pour Amandine, un trait d'union, un levier. Et aujourd'hui, on parle de ça, de posture, de rôle, de pont à construire et de la manière dont elle le fait, avec beaucoup d'humour, de cœur et de stratégie. Si vous rejoignez pour la première fois Reset Your Mind, soyez bienvenus. Ici, nous parlons business, leadership et décisions stratégiques, mais sans chichi et sans blabla. Nous parlons de la vraie vie, des dilemmes, des coups durs, des moments où tout bascule. Parce que piloter sa vie, une carrière ou une équipe ou un business, c'est souvent faire face à l'inattendu. Or, personne ne nous apprend vraiment comment gérer ça. Pas plus que gérer nos pensées ou prendre soin de nous. Alors que nous sommes notre plus précieuse ressource. Ici, nous parlons de décisions inconfortables, ambitions assumées et du prix réel du succès. Comment oser, trancher, s'affirmer quand tout le monde attend de vous autre chose. Comment garder le cap quand le doute s'invite et que la charge mentale explose. Si vous cherchez des pistes concrètes, des réflexions qui bousculent et un vrai sparring partner pour avancer, vous êtes au bon endroit. Et si vous pensez qu'une personne autour de vous gagnerait à écouter cet épisode, partagez-le, c'est à plusieurs qu'on fait bouger les choses. Respirez, installez-vous et attaquons. Bonjour Amandine. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'avoir, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir cet échange avec toi pour le partager à nos auditeurs et auditrices. Amandine, déjà, est-ce que tu veux bien te présenter ? Avec plaisir, ravie également d'être avec toi. Moi je suis autodidacte, je suis tombée dans les RH un peu par hasard, pour ne plus jamais les lâcher ensuite. Ça fait plus de 10 ans que j'évolue sur à peu près plus d'une vingtaine d'années de ma carrière. Et j'ai principalement œuvré en start-up, dans des structures où je devais tout bâtir de zéro ou pas loin. Et j'ai accessoirement 3 charmants ados, parfois moins charmants, parfois plus charmants. Et à mes heures perdues, qui sont pas si perdues que ça, je suis fan de tennis et de tarot. D'accord, très bien. Je connaissais pas cette partie-là de toi. Ok. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton métier ? Parce que tu as dit que tu étais tombée dans les RH un peu par hasard, mais pourquoi tu y es restée ? Ce qui me passionne dans les RH, c'est être là pour les autres au sens le plus noble du terme. Je fais vraiment partie de ces personnes qui n'attendent rien en retour. Moi, mon épanouissement, c'est être là pour les autres, que ce soit l'employeur comme le salarié. Je fais pas de distinction, les besoins sont juste différents. Et ce qui me plaît, c'est de mettre de l'huile dans les rouages et d'améliorer ce qui peut l'être. Je trouve que c'est un formidable secteur quand on aime avoir un impact à J1 sur des aspects qui sont toujours assez importants puisque ça revêt quand même la vie de l'entreprise, la vie du salarié dans tous ces aspects. Ouais, c'est un rôle quand même assez méconnu et pourtant capital et même clé au sein des entreprises. Pourquoi avoir quitté un poste de DRH classique, je dirais, dans une structure établie, pour devenir RH partagé ? J'avais l'impression d'avoir fait le tour sur ma manière d'accompagner et de contribuer dans une entreprise. Je trouve que quand on est en CDI, à un moment donné, en tout cas moi c'était mon cas, on se ferme à une variété de profils, une variété de problématiques, une variété de connaissances aussi, parce que forcément si on varie les populations, on va varier les problématiques et donc étendre ses connaissances. Et moi j'avais un vrai besoin de diversité au sens large du terme. C'est ce que je suis venue chercher en premier lieu. En second lieu, j'avais un besoin de liberté, d'équilibre vie pro, vie perso. En CDI, j'arrivais pas à m'autoriser, parce qu'on parle vraiment de ça, c'est pas propre au métier de RH, c'est moi, Amandine, à titre personnel. J'arrivais pas à m'autoriser à avoir un équilibre vie pro et perso suffisamment épanouissant pour que ce soit gérable sur le long terme. J'étais toujours sous l'eau parce que dans des structures où j'avais pas d'équipe avec moi pour m'aider. Donc c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Et dans mon esprit, me lancer à mon compte allait me permettre d'aller chercher cette organisation-là, qui
qui allait être plus compatible avec une vie avec 3 ados. Et en dernier lieu, pas des moindres, j'avais envie aussi de faire mon métier autrement. Donc il y a la partie effectivement RH au sens strict du terme tel qu'on le connaît, la gestion des payes, le recrutement, l'évolution de carrière, etc. Mais j'ai aussi envie d'accompagner autrement, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais proposer d'autres manières d'accompagner. Parce que c'est vrai que les RH, c'est quand même hyper vaste comme métier. Bien sûr, c'est un peu comme tout, hein. On voit le côté immergé de l'iceberg, mais derrière, il y a énormément d'expertise et de skills différentes. Et on va en reparler. Là, j'avais envie de te poser la question, mais très concrètement, ton rôle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est de RH partagé? Qu'est-ce que ça change dans cette posture, justement? En fait, je trouve que quand on est à son compte et qu'on intervient chez des clients, on n'a pas d'enjeu politique. Donc ça facilite les rapports, ça facilite les échanges. Et je trouve que du coup, on a toute notre valeur ajoutée qui trouve sa puissance. J'ai par exemple beaucoup plus de facilité à intervenir en codir que c'était le cas quand j'étais en CDI. Et j'ai pas l'impression de faire les choses différemment. Juste, je me sens plus à ma place, plus alignée, je m'autorise tout simplement à faire mon métier sans barrière, on va dire. Parce qu'encore une fois, je viens apporter une solution à une problématique. Et moi, mon seul enjeu, c'est de trouver la solution. Ouais, de toute façon, driver, c'est vraiment de trouver comment sortir des situations un peu complexes et comment apporter une solution, mais gagnant-gagnant. Ouais. Aussi, je dirais. Ça, on y revient juste après, mais il y a vraiment cet objectif on n'est ni d'un côté ni de l'autre, en fait. En fait, ça permet d'avoir encore davantage d'impartialité, même si j'en avais déjà en tant que CDI, mais je trouve qu'elle n'est pas visible des autres parties prenantes. Et là, le fait d'être extérieur, on se dit, voilà, pas d'enjeu particulier à être d'un côté et de l'autre. Et comme c'est un jeu vraiment d'équilibriste, le métier de RH, c'est la difficulté, c'est de savoir manœuvrer et œuvrer aussi bien pour l'employeur que le salarié. C'est beaucoup plus facile, je trouve, en étant externe. En tout cas, moi, je me sens bien plus confortable et bien mieux dans mes bottes dans ces postures-là. Et je me positionne davantage en business partner pour l'employeur qui va avoir un besoin à un moment donné de résoudre une problématique X, et le salarié de lui apporter presque une relation plus de coach, de conseil sur comment il doit gérer une problématique. Donc je trouve que ça, en tout cas moi je m'épanouis davantage. D'accord. Tu as trouvé justement cet équilibre et il y a peut-être quelque chose qui est en train de switcher aussi dans ce métier-là, de rapport à ce métier-là et de mode de fonctionnement de ce métier. Exactement, ça fait, je dirais, je pense 2-3 ans qu'on est énormément de RH à sauter le pas. Je pense qu'il y a plein d'aspects, ça dépend vraiment de où tu en es dans ta carrière, mais on arrive très facilement avec ce métier-là au plafond de verre d'une entreprise. Et on peut se sentir parfois étriqué, un peu frustré de ce qu'on peut ou ne pas mettre en place. Et le fait, encore une fois, de se positionner comme ça, on est un maillon qui vient améliorer les choses et un maillon fort d'entrée de jeu. On n'est pas vu comme un poste de coût, comme c'est souvent encore le cas dans bon nombre d'entreprises. Oui. Toi, soit tu as la taille de petite structure, on va dire, et où tu peux justement toucher à tout, soit plus tu grandis dans des structures, et plus ça devient spécialisé aussi. Tu deviens spécialiste de tout ce qui est relatif à la paye, tu deviens spécialiste de la gestion des compétences, tu deviens spécialiste recrutement, tu deviens spécialiste de la GPEC, enfin de la croissance et de l'accompagnement des carrières. Et effectivement, quand tu as envie de rester problem solving, c'est aussi un peu plus compliqué. Je comprends cette notion d'étroite, de se sentir à l'étroit. Tu as abordé un mot qui justement a généré cet épisode aussi aujourd'hui. Quelle est la différence entre un coach, un RH et un manager pour toi? Grande question qui m'a donné beaucoup de réflexion, figure-toi. C'est pas une question si facile que ça. Non, c'est hyper difficile parce qu'en réalité, c'est assez profond et si on se pose vraiment la question, il y a d'ailleurs beaucoup de RH qui finissent coach dans leur carrière. Je te confirme, la plupart du temps, quand mes clients ou les entreprises pour lesquelles j'interviens qui me disent « mais en fait, vous venez pas des RH », non. Je viens du business, je l'assume complètement et ça interpelle parce que beaucoup de coachs sont issus du sérail et du cursus, on va dire, RH, ce qui n'est pas du tout mon cas, effectivement. Non, et en effet, et moi je sais que très souvent j'ai cette posture de coach, que ce soit en recrutement, que ce soit quand on parle d'augmentation, enfin voilà, on apporte quand même des conseils, on est là pour encore une fois donner le cadre qui va favoriser l'épanouissement et l'équilibre. Et pour moi la différence entre ces 3 rôles, c'est que l'ARH, elle est, enfin je dis là parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même, mais le rôle de RH c'est essentiellement de poser
le cadre et la structure nécessaire qui va permettre la performance, l'équilibre, l'évolution. Côté secure. Exactement. Pas un cadre, tu C'est la sais base, où tu la interagis. base. Pour moi, c'est le socle. Le manager, lui, il va avoir un rôle déjà de résultat, plus orienté forcément parce qu'il aura des objectifs, il devra mener son équipe au résultat. Il aura également un rôle de pousser un peu plus dans les retranchements, donc il y aura vraiment une notion de faire évoluer ses équipes pour que tout le monde grandisse au passage. Donc ça bouscule davantage. Et le coach, pour moi, il peut avoir bien des casquettes parce qu'effectivement, parfois, on va avoir besoin d'un coach qui bouscule, ou parfois qui est plus bienveillant, ou les deux, selon. Mais le coach il y a une relation plus intime avec le coach qui ne peut pas s'instaurer avec un manager parce que ça n'a pas sa place, happé encore plus par l'opérationnel. Mais le coach a vraiment une posture il va aller chercher ce qui est peut-être pas encore révélé, ce qui est sous-jacent, ce qui va être aussi de l'ordre du personnel, qui va rejaillir sur le pro. Donc pour moi, la relation est beaucoup plus intimiste et beaucoup plus en one-to-one que ne peut l'être une relation avec une RH qui va avoir un périmètre, je sais pas moi, de 50, 130 salariés, peu importe, et un manager qui va devoir gérer tous les membres de son équipe. Oui, oui, il y a un côté coach dans le coaching, en tout cas que moi je perçois et que je défends beaucoup, c'est mettre des mots M-O-T sur des mots M-A-U-X en fait. Et parfois des mots qui se révèlent dans l'environnement professionnel ont pour racine ou départ des choses beaucoup plus personnelles qu'on n'a Complètement. pas du tout envie de partager, en tout cas qui sont plus bloquantes de partager dans un environnement pro. Et c'est en ça aussi on voit beaucoup de coachs aujourd'hui prendre de l'essor et se multiplier parce que le manager, il n'est pas là pour ça déjà. Pour celui qui est accompagné, il va avoir une certaine sensibilité, celui ou celle qui est accompagné ou formé, parce que beaucoup ne sont pas formés. Et on a vraiment ce côté encore en France où tu deviens manager, c'est une récompense parce que tu es un bon technicien, tu es une bonne experte et c'est cool. Mais beaucoup n'aiment pas ça. Parfois, les gens pensent aimer ça, en pensant que c'est le Graal de l'évolution, et se rendent compte après coup, la pire erreur que j'ai pu constater à bien des reprises, c'est de nommer un bon commercial manager. Donc on perd un élément qui venait du chiffre, on le déplace à un endroit où il va se rendre compte qu'il va faire moins le chiffre. Ce qui va le mettre très mal à l'aise, lui. Exactement, et ça va mettre dans une posture parce que, évidemment, quand il n'y a pas de RH, pas de période probatoire, donc le retour en arrière est un peu compliqué. Et c'est toujours bien de faire un essai ou quelque chose pour se garantir que derrière, il y a potentiellement un succès et que ça convienne à tout le monde. Et surtout, il n'y a pas d'accompagnement. Rares sont les managers qui sont accompagnés. Bien sûr. Alors que ce sont de vrais skills à aller chercher, à aller activer. On ne naît pas à la naissance manager, ça c'est certain, on le devient, on le travaille, mais une mauvaise expérience, ça peut aussi complètement te couper dans ton élan, surtout que le management aujourd'hui est encore vu comme une récompense, en tout cas en France. J'ai une question qui me vient, en quoi ton rôle est souvent encore mal compris dans les entreprises aujourd'hui? Alors, le rôle de RH, c'est pas un mythe. Alors, mal compris en entreprise, mal compris tout court, j'ai envie de dire, parce que, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on voit que la partie immergée de l'iceberg. Il y a une pluralité des métiers en RH. On peut être recruteur, et en général, les recruteurs ont des profils qui sont à l'opposé des RH, ce qu'on appelle généralistes, ou qui vont gérer tous les aspects RH classiques. Après, il va y avoir effectivement, comme tu disais tout à l'heure, tous les aspects de gestion de carrière ou de la paye. Donc, ça va être vraiment des gens qui sont des compétences techniques d'exécution fortes. Et dans tout ça, parfois, on peut avoir toutes ces casquettes, et pour autant, c'est pas toujours la même manière d'appréhender. Et parfois, les gens ne comprennent pas en fait ce qu'on fait parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. En fait, l'envers du décor, il est assez costaud. Il y a aussi cette notion de confidentialité sur lesquelles on peut pas communiquer. Donc, je dirais que notre travail est pas assez marketé. On ne markete pas assez notre travail, ça c'est évident. Je m'en suis rendu compte assez tard dans ma carrière que je ne militais pas assez tout ce pourquoi j'œuvrais dans l'ombre. Bon, après, on n'est pas non plus là pour s'envoyer des fleurs, mais c'est vrai que c'est un métier qui est difficile, qui est ingrat. On est souvent porteur de mauvaises nouvelles. On intervient souvent dans des moments qui sont difficiles. Et du coup, c'est vrai que les gens vont parfois retenir peut-être que dans leur carrière, ils auront rencontré une seule RH qui était pas très sympa et peut-être plus orientée ressources malheureusement qu'humaines. Et vont garder ça en tête en se disant ma RH, elle est là que pour virer, alors que dans les faits, c'est absolument pas ça. Notre quotidien, il est vraiment difficile. Nous, on est quand même la seule population où il n'y a personne prévu en interne pour s'occuper de nous. Donc ça veut dire qu'on doit être en capacité de veiller au bien-être de tout le monde, que ce soit le dirigeant et les salariés,
Et nous, il faut qu'on se préserve parce que c'est un peu le cordonnier plus mal chaussé. Ah, c'est vrai que c'est assez drôle. Vous êtes là au service des salariés et de l'employeur pour trouver ce fameux équilibre que tu évoques, mais il n'y a personne pour vous aider à maintenir Exactement. cet équilibre. Donc, Je trouve qu'il y a la même solitude qu'un dirigeant en réalité, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aborder, divulguer, partager, challenger, comme un dirigeant va avoir un nombre de choses avec lesquelles il peut pas partager. c'est là où un coach peut être en effet utile de pouvoir vider un peu son sac, déposer un peu ses fardeaux, juste opérationnels pour se recharger et mieux faire son job derrière. Oui, complètement. Tous les dirigeants ou dirigeantes que j'accompagne, il y a vraiment ce côté-là de sparring partner où moi, j'ai pas d'enjeu dans leurs entreprises, où ils peuvent évoquer certaines choses. Je peux les challenger et ça construit leur pensée, en fait. J'ai pas de réponse à leur apporter, mais je viens les challenger et du coup, ça leur permet à eux de prendre des décisions beaucoup plus alignées et beaucoup moins polluées. En fait. Ouais, complètement. Moi, c'est un rôle que j'aime énormément, d'être là pour les dirigeants, parce que j'ai conscience que c'est un métier des casquettes lourdes à porter, difficiles, parfois très opérationnelles. En général, un fondateur est sollicité pour un peu tout et n'importe quoi, qui ne devrait plus lui incomber à partir du moment où il y a de la structuration. Et pour autant, parfois, il y a juste besoin d'arbitrer de quelqu'un pour une espèce de faire un aller-retour de discussion, d'échange et prendre les bonnes décisions. Ne serait-ce que de verbaliser, parfois, ça permet d'éclaircir aussi les gens. On est en train de rentrer dans le vif du sujet là, parce que tu parles souvent d'un positionnement gagnant-gagnant. Ce rôle de RH là, il est au milieu, il est entre deux. Comment est-ce que tu fais pour préserver ce rôle qui toi te tient à cœur de créer un espace gagnant-gagnant? Tu l'as dit à plusieurs reprises, moi je suis là, ou en tout cas je conçois mon métier comme étant au service de l'entreprise, du business, mais aussi au service des salariés. Je suis pas là pour choisir. J'ai jamais voulu choisir. Je me suis beaucoup posé la question au début de ma carrière, comment faire? Parce qu'en fait, quand on est trop d'un côté, on est catalogué comme trop empathique et pas assez orienté business. Quand on est trop de l'autre, c'est l'inverse, on a l'impression d'être catalogué comme ressource et d'être la RH odieuse qui veut virer tout le monde. Et en fait, je trouve que c'est hyper dur de trouver cette ambivalence entre les deux. Et je l'assimile un peu à un funambule. En fait, il y a des moments où on sent qu'on va tomber, mais on arrive toujours sur ses pattes. Et moi, je sais que, en fait, je suis assez à l'aise finalement maintenant avec les années, mais il m'a fallu un peu d'expérience et de bouteille, et pas mal de galères RH aussi, ça forge, pour être à l'aise avec cet exercice de je suis des deux côtés et j'ai pas envie de choisir et je ne choisirai jamais parce que je trouve que les deux se servent mutuellement. Il n'y a pas une entreprise qui ne fonctionne pas si le collectif ne fonctionne pas, donc il faut que les salariés soient un minimum épanouis et évoluent et se projettent à un minimum pour que ça fonctionne. Et de l'autre côté, un employeur il y a un minimum de valeurs à respecter, que ce soit pour être droit dans ses bottes, mais d'une manière générale, des obligations légales, mais aussi des valeurs tout court de qui j'ai envie d'avoir dans mon entreprise et comment je m'en occupe pour vraiment faire que tout fonctionne. Donc pour moi, il est inconcevable d'être d'un côté ou de l'autre, puisque les deux doivent fonctionner ensemble. Il y a un côté vraiment auto-alimentation qui est pour toi de vraiment combiner chacun, parce que c'est comme ça que ça avance. Et surtout, c'est d'un point de vue très pragmatique. Si on est juste pragmatique, si je te prends l'exemple de quelqu'un qui veut partir, il n'arrive pas à amorcer son départ, et l'employeur sait qu'il n'est pas très épanoui, mais il dit il finira par partir de lui-même. Et personne ne fait rien. Et puis la situation, elle dure. Donc, tu as un œuf pourri dans un panier. Hein. C'est toxique aussi pour les gens ça autour. gangrène la boîte. Et pendant tout ce temps-là, donc il y a quelqu'un de moins engagé, qui est moins épanoui, qui est moins performant. L'employeur de l'autre côté fait rien, donc il laisse finalement, c'est de l'argent qui est en train de se perdre parce que c'est moins de performance, donc moins de résultats. Donc tout se gangrène. Donc il n'y a aucun intérêt à faire que ça dure, typiquement. La personne n'est pas bien, les personnes qui ont à collaborer avec sont pas bien non plus parce que personne n'est dupe. Mais tant qu'on laisse cette situation perdurer, tout le monde y perd. Alors que l'enjeu, effectivement, parfois, est d'aller adresser ces discussions un peu difficiles, c'est pas agréable, qui peuvent permettre en plus d'ouvrir des portes derrière. Complètement. Et puis c'est la vie d'une entreprise. Je pense qu'il faut un peu désacraliser ce truc de dire oui, mais on a tous un temps dans une boîte. Dans notre carrière, ça fonctionne comme ça en fait. Et c'est ok. Et ça veut dire que chaque expérience va nous apporter un certain nombre d'apprentissages, que ce soit bon ou moins bon, mais on a tous un temps qui fera que ça nous aura apporté cette expérience-là et qu'on pourra en tirer les leçons des deux côtés, toujours pareil. Le rôle du RH, c'est effectivement de faciliter ces étapes-là, quelles qu'elles soient, peu importe, mais de faire que les choses se fassent le mieux possible. Et c'est dans un intérêt commun
pour l'entreprise d'avoir une bonne marque employeur et préserver son image, et pour le salarié de digérer, de partir en bons termes et de faire que ce soit pas émotionnellement trop complexe. Un départ, c'est toujours compliqué, mais d'en faire que ce soit quand même une belle expérience in fine. Et c'est là où tu vas dégager un peu toute la valeur, toute l'expertise et l'expérience de réussir à convaincre un patron ou une patronne de boîte et aussi un salarié que en fait c'est peut-être la fin d'une histoire et que c'est pas grave. C'est peut-être la fin d'une histoire, d'une période, mais c'est aussi peut-être le début d'une nouvelle. Autant faire en sorte que ça se passe bien. Exactement, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que l'entreprise n'est pas le lieu où on peut tout régler. En fait, on arrive, comme tu le disais tout à l'heure, en début, avec nos fardeaux, avec notre histoire personnelle, avec notre expérience, avec nos expériences passées, même personnelles, professionnelles. Et en fait, parfois, les gens se trompent de problématiques ou viennent en tout cas avec ce qu'ils ont à régler, mais qui n'est pas de l'ordre du professionnel. Et parfois, tout se mélange. Et nous, notre rôle, c'est de dire à un moment donné, d'être le garde-fou, d'une certaine manière. Là, il faut qu'on arrête parce que ça ne peut plus fonctionner. Je trouve qu'on attend beaucoup trop de l'entreprise aujourd'hui, ou en tout cas de l'écosystème professionnel, où quand tu rentres dedans, l'entreprise est en charge de ton bonheur, ton évolution, ta formation, qu'est-ce que tu vas faire dans l'étape d'après, comment tu veux construire ta vie, machin, etc. Alors, oui, l'entreprise doit être un environnement safe, sécure, respectueux, bienveillant, mais le rôle d'une entreprise, c'est de faire du business. Et toi, c'est comment est-ce que tu t'inscris là-dedans pour y contribuer. C'est ta responsabilité aussi de choisir, parce que tu peux très bien avoir un début de carrière de ce type-là, parce que tu as eu des formations, j'en sais rien, mais partons de formation en droit, par exemple, donc tu fais une carrière plutôt dans le juridique, puis peut-être qu'au bout de 10 ans, 15 ans, tu as envie de faire complètement autre chose. Le monde a tellement évolué aujourd'hui, il y a tellement d'autres opportunités, puis on a le droit d'avoir plusieurs vies dans une vie, en fait. Et remettre les clés de tous ces éléments-là dans une entreprise, c'est un grand risque, et c'est surtout de remettre ton pouvoir de décision, de bonheur dans les mains de quelqu'un. Ils ne sauront jamais ce que toi tu veux vraiment à ta place, en fait. C'est en cela où ces discussions difficiles, elles retombent souvent sur les RH, de dire là c'est la fin de l'histoire. Et c'est ok, encore une fois, tu vois. Complètement. Moi, c'est vrai que je sais pas si j'ai géré sûrement plus de 200 départs dans ma carrière ou quelque chose comme ça, de tout type, de toutes sortes, dans des bons contextes, dans des très mauvais contextes. Et en fait, souvent, comme tu le dis, il y a cette notion de j'ai pas encore compris qu'il fallait que je parte. Il y a cette notion-là. Et puis, il y a la notion de c'est la fin et c'est ok. Et il faut dédramatiser. Et ça ouvre aussi une nouvelle perspective sur l'après. Et comme tu le dis aussi, on est sur une époque, là, sur les 2 dernières générations, à complètement changer de métier de manière, plusieurs fois dans la carrière. Ça va devenir monnaie courante. Je suis convaincue qu'il y a tellement de choses à revoir sur notre système d'éducation et cursus qui ouvre davantage d'aspects de diversité et de pont entre les métiers. Mais pour autant, encore une fois, tout ne peut pas reposer sur l'entreprise et encore moins que sur les RH. On n'est pas non plus des magiciens. Je suis assez d'accord avec toi. Et justement, c'est quoi pour toi le plus dur dans les métiers du RH aujourd'hui? Je dirais que c'est la pédagogie, c'est faire comprendre et former aussi d'une certaine manière, parce que je trouve que en général, quand il y a toujours des réticences, c'est qu'il y a de l'ignorance derrière et que quand on n'explique pas les choses, on ne peut pas attendre des gens qui comprennent, et que le premier écueil qu'on voit, par exemple, c'est les erreurs de recrutement. Bon nombre de fondateurs pensent que parce que c'est leur entreprise, que c'est leur bébé, il y a l'affect et j'entends, sont les plus à même de pouvoir recruter parce qu'ils vont savoir qu'ils ont envie. Mais sauf que c'est un vrai métier de recruter, que tu peux recruter avec tes biais, et que quand tu recrutes avec tes biais, c'est rarement une bonne option, que c'est un vrai métier très structuré qui te demande d'anticiper, de travailler, de réfléchir au profil dont tu as besoin sur le plan très opérationnel et stratégique, et de pas recruter que des clones, par exemple. Et encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est du vécu. Et ce qui va permettre la richesse de ton entreprise, ça va être la diversité, et surtout d'aller chercher les compétences qui ne sont pas présentes en interne. Et ça, c'est le premier écueil, mais il y en a, sur tous les sujets RH, tu peux en avoir des exemples. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que il faut acquérir suffisamment de compétences et d'expérience pour être capable d'anticiper tous les enjeux de ton entreprise. Et Dieu sait que les enjeux humains sont en général la première manne de l'entreprise. Il y a vraiment cet enjeu de l'entreprise, elle a de valeur
par son capital humain. Amandine, toi, tu as fait le choix de rester dans des petites structures volontairement. Pourquoi ? Pour bien faire mon job, j'ai besoin de connaître vraiment les gens. Si je les connais pas, je pense que déjà j'aurais pas plaisir et j'aurais pas la même efficacité. Pour moi, bien connaître quelqu'un, évidemment, on va être réaliste, c'est pas connaître sa vie perso, mais c'est vraiment le connaître suffisamment pour savoir qu'à un moment donné, il peut y avoir un besoin qui peut être utile à un autre moment. En fait, toutes les informations que je vais collecter vont me servir à un moment donné, lequel j'en sais rien. Parfois, j'ai pas la réponse du tout à l'instant T, mais le fait de connaître tout le monde me permet d'être performante, déjà prendre plaisir parce que je le fais vraiment pour les gens, c'était pas du bullshit ce que je disais en début, donc si je les connais pas, j'aurais l'impression de juste faire un job administratif, et ce que j'envisage pas du tout. Et surtout, c'est l'impact des entreprises à taille humaine. Je me suis rendu compte dans ma dernière expérience, ça a été très dur, on a dû réduire les effectifs assez drastiquement. Et en fait, je me suis rendu compte que le CDI était pas toujours adapté en fait à cette taille de boîte. Tu dois d'un côté faire évoluer ton entreprise en fonction des besoins, mais parfois tu as des coûts fixes qui sont réels et tu peux pas avoir un CDI pour chaque métier et avoir chaque compétence qui vont venir gérer l'opérationnel. Donc je trouve qu'être extérieur et faire appel à des sources extérieures, le temps de te structurer, ça permet d'adapter tes coûts de fixe à tes besoins, d'être plus serein sur ton évolution et sur ta rentabilité et la pérennité de ton business. Et ça, je l'ai compris très tard en fait. Je me suis dit que c'était pas adapté, le CDI. Et encore une fois, moi, je suis arrivée à des structures, il y avait rarement moins de 30 salariés. Je suis arrivée entre 30 et 50 salariés pour construire des départements RH. Donc, c'est quand même, ça montre bien que, alors oui, il y a une part d'entreprise où ça va pas être la priorité, mais il y a aussi des réalités économiques réelles qui sont, on n'a pas les moyens, on peut pas pourvoir à tous nos besoins et on doit prioriser. Business first, all the time. Voilà. Je trouve ça assez intéressant, et puis c'est vraiment une tendance qui nous vient aussi beaucoup des États-Unis, d'avoir ce côté part-time aussi pour toi en tant qu'individu et pour pouvoir aller choisir avec qui tu as envie de travailler aussi. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Tu as une pépite à nous partager. Je sais que J'en ai plein. T'en as plein. Quelle serait la pépite, l'anecdote qui t'a le plus marqué ? J'en avais beaucoup, mais je ne savais pas. Celle-là, je pense qu'elle m'a vraiment marquée parce qu'il y a l'image qu'il y a derrière cette anecdote. Donc, c'était au tout début de ma carrière. Donc, il faut quand même avoir dans le contexte que j'étais jeune RH, un peu lâchée sur des sujets pas faciles à gérer. Et là, je suis en call avec un avocat, je suis en train de gérer la sortie de la première salariée qui connaît probablement mieux le code du travail et la convention collective que moi, et moi, elle sait que moi je suis néophyte, etc. Donc voilà pour le contexte. Je fais mon call avec mon avocat, je suis en start-up, l'entreprise se porte bien, etc. Et là, j'ai un salarié qui arrive en urgence et qui est paniqué, qui me dit que les toilettes sont bouchées et qu'il faut que je vienne à la seconde. Donc je me suis dit que le parallèle était assez marrant. Sur le moment, ça m'a pas du tout fait rire, évidemment, parce qu'il a quand même fallu que j'aille gérer un débouchage de toilettes. Et qui était vraiment compliqué à gérer. Pour autant, j'ai trouvé que le parallèle était assez marrant de se dire que j'étais dans une situation compliquée, pour ne pas le nommer autrement, et que de l'autre côté, il fallait que j'aille déboucher les toilettes. Donc, j'avais le même parallèle sur des sujets un peu triviaux d'un côté et très stratégiques de l'autre. Pour autant, le résultat, c'était le même. Ça, c'est un peu le revers d'être RH dans des structures très à taille humaine. Il faut être très transverse, très couteau suisse, et pas avoir trop d'ego. Ok, effectivement. Celle-là, je la connaissais pas et je m'y attendais pas. Autant assumer de présenter la stratégie des entretiens annuels et l'importance des entretiens annuels un mardi gras déguisé en mignon au Comex. Celle-là, tu me l'avais partagée, mais celle-ci, non. C'est vrai. Alors non, ça c'est vrai. Pour la petite histoire du mignon, je devais rien présenter à la base. Sinon, j'aurais peut-être pas misé sur un déguisement de mignon gonflable où j'avais un peu de mal à respirer. J'aurais peut-être été sur quelque chose d'un peu plus traditionnel. Mais le fait est qu'on m'a écouté, que mon intervention a semblé efficace, donc malgré mon déguisement. Donc c'est cocasse. Mais du coup, il y a beaucoup de dossiers qui circulent avec des photos. Quel est le moment le plus dur que tu as vécu en tant que RH, justement, et qui t'a transformé ? Je pense que ça a été de devoir me séparer de collaborateurs avec qui ça se passait super bien. J'avais jamais connu ça, j'avais toujours connu des salariés, comme on disait tout à l'heure, qui sont plus au bon job, qui n'ont pas été recrutés au bon job, enfin voilà, où on se sépare et il y a une raison tangible. Mais se séparer de salariés dont on est satisfait
parce que ça va mal, c'est plus du tout la même histoire qu'on se raconte. Et sur le plan personnel, ça a été hyper dur. Et à l'époque, j'ai d'ailleurs eu la chance que mon boss comprenne hyper bien ma manière de gérer. J'avais besoin de me mettre par moments beaucoup en télétravail pour digérer parce que j'ai dû sortir ma propre équipe et j'ai dû sortir tout un tas de personnes qui étaient, dont on était hyper satisfait. Enfin, on voulait pas qu'elles partent, mais on n'avait pas le choix. Et en plus, on devait aller vite. Donc, il y avait ce côté information brutale. Il faut la gérer et on y va. Et en plus de ça, être capable de se mettre dans la posture de je suis là pour toi parce que tu vas traverser un moment dur, on va le traverser ensemble et je vais t'aider. Mais tout ça, Et toi, comment ça tu gères? nécessite exactement d'aller chercher et d'aller puiser dans ses ressources les plus profondes. Et ça a été hyper dur. Et c'est vrai que quand j'ai commencé toute la série d'entretiens préalables, parce que c'était des licenciements éco, et j'en avais pas mal, j'en avais dans plusieurs villes, donc je me déplaçais que pour ça. Il y avait vraiment une connotation de là, tu vas devoir faire du boulot pas sympa pendant un certain temps, ce qui fait partie du job. Mais sauf que tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte vraiment et c'est de là que je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose à mon métier, qu'il fallait que j'apporte mes compétences RH à des entreprises à taille humaine. Parce que c'est exactement pour ça. Pour pas retrouver ces situations. Je pense que les choses auraient pu être gérées autrement. On peut pas refaire les histoires, mais en tout cas, je pense que quand c'est mieux anticipé, on peut mieux les gérer. C'est hyper drôle ce que tu me dis. Enfin, non, c'est pas drôle, mais ça m'arrive d'accompagner des entreprises régulièrement, comme tu le sais, et dans ce genre de cas de figure aussi. Grosse vague de départ, comment est-ce qu'on accompagne les salariés, plutôt que de le gérer en interne, ils font appel à des coachs, et j'interviens là-dessus. Et il n'y a pas très longtemps, une RH m'a contactée pour faire ça, et je lui dis, mais ok, vous me donnez la liste de vos salariés, et vous? Et là, il y a eu vraiment un énorme blanc de ben, pourquoi et moi? Parce qu'en fait, c'est vous qui allez devoir gérer ça. Enfin, vous aussi, vous allez avoir à processer des choses et ça va aller secouer. Elle fait, ah oui, et puis en plus, moi, je suis la dernière sur la liste, mais je suis aussi dans la liste. Oui. Et c'est vrai que, tu vois, la RH est toujours aussi, tu l'as dit tout à l'heure, le cordonnier le plus mal chaussé. Complètement. Amandine, quels sont tes 3 tips, tes 3 conseils RH que toutes les entreprises voudraient entendre, ou en tout cas que t'aimerais que les entreprises entendent ou réentendent s'il le faut? Je dirais, moi, ce que j'essaie de m'appliquer au quotidien, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça s'applique sur n'importe quel process RH. Comment tu as envie d'être accueilli? Comment tu as envie qu'on t'évalue? Comment tu as envie qu'on te félicite, qu'on te reconnaisse? Comment tu as envie que se passent tes derniers jours dans l'entreprise? Et si tu te dis, est-ce que moi, ça m'aurait été, est-ce que ça m'aurait été cette manière de fin de contrat, ou est-ce que, j'ai été bien accueillie, ce process d'évaluation annuelle, est-ce que toi, c'est ce que tu aimerais mettre en place? Est-ce que tu aimerais vivre la même chose? Si la réponse est non, je pense que c'est juste très simple, mais c'est très efficace. Oui. Moi, j'essaie toujours de me dire que quand je mets en place des process, je me dis, est-ce que si demain c'était moi la salariée, ça m'irait? J'espère bien le faire, mais en tout cas, je pense que c'est le premier conseil à garder en tête. Ensuite, ça, c'est plus pour les entreprises vraiment en phase de structuration, ceux qui sont seuls maîtres à bord et qui vont avoir du mal à déléguer. C'est une étape qui est difficile. Première étape, j'ai envie de vous dire, faites-vous accompagner d'un coach parce que, encore une fois, on a parlé tout à l'heure de la solitude du dirigeant. C'est pas un mythe, c'est difficile. Et si vous n'avez pas d'associé, encore plus, parce que pour itérer, pour réfléchir, pour un peu prendre du recul et faire ce pas de côté, c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, si vous êtes seul maître à bord et si vous arrivez à l'étape de devoir déléguer parce que vous nous dites que là, déjà, vous aimez pas certaines tâches que vous faites et c'est bien normal, ou parce que vous passez pas assez de temps sur ce qui ramènera du business ou ce qui développera l'entreprise, à quel moment on se dit c'est la bonne étape? Moi, je trouve en tout cas, et c'est ce que je conseille aux dirigeants que j'accompagne, qui sont mes clients désormais, c'est si tu passes plus de 30%, 20 à 30% de ton temps à faire quelque chose qui n'est pas la mission de ton entreprise, qui n'est pas ton business, délègue-le, parce que c'est 30% que tu ne passes pas à développer ton business. C'est énorme quand on y pense. C'est énorme. Donc ça, je pense que c'est plutôt un conseil, c'est même pas un conseil RH, ou c'est un conseil pas de bon sens, mais de fonctionnement au quotidien pour un rappel, parce qu'on le sait. En fait, on le sait fondamentalement, mais on a tendance à se faire happer par ce quotidien et par non, mais au moins quand je le fais, je produis, je fais quelque chose. Et ça rassure aussi de pas trop lâcher l'opérationnel. C'est clair, c'est très dur quand on structure d'apprendre à déléguer et de laisser un peu son bébé, ça s'entend complètement. Et après, sur le recrutement, c'est un vrai sujet.
il faut aller chercher des compétences qu'on n'a pas. Si c'est pour recruter des gens dont tu as déjà les compétences en interne, ça ne sert à rien. Tu vas t'ajouter une charge, et Dieu sait qu'on sait que c'est une charge lourde. Et si ça t'apporte pas quelque chose de plus, quel est l'intérêt? Ne te fie pas juste à cette personne a l'air sympa pour aller boire des bières. C'est vraiment de se dire j'en ai besoin pourquoi. Fais ce travail en amont de réflexion. J'ai tellement été dans les structures où on recrutait à tour de bras, où c'était la croissance, tout allait bien, c'était merveilleux. C'est chouette, il y a aucun débat là-dessus. Simplement, c'est si tu te poses pas la question en amont, tu recrutes pas les bonnes personnes, quoi qu'il se passe. Il y a un recrutement raté ou une erreur de recrutement, c'est quelqu'un qui va être dans ton entreprise qui sera pas bien et qui aura sur son parcours toujours cette connotation de j'ai eu une mauvaise expérience, mais en réalité c'est toi qui l'as fait venir, c'est toi qui l'as motivé à rejoindre l'entreprise. Donc tu auras ce premier point-là, et l'autre point, c'est que tu vas perdre de l'argent parce que tout ce temps où tes équipes vont former, où toi tu vas passer du temps, etc., c'est du temps que tu passes pas à autre chose. Donc Tu ralentis ton business en plus. Complètement. Hyper aligné, enfin, ces 3 points, rappel, reminder, petits conseils, appelez-les comme vous voulez, revenir régulièrement à ça, recruter les bonnes personnes, même si ça prend du temps, et surtout pour la bonne mission, parce qu'autrement tout le monde sera Et j'en ai un petit dernier pour la route. On a trop tendance à voir les obligations RH, parce que c'est des obligations, l'employeur a des obligations envers le salarié et des obligations tout court en termes d'entreprise, mais on a trop tendance à voir ça vraiment comme à subir en fait. Et en réalité, moi je trouve que c'est cool d'en faire un atout et c'est bien plus vertueux. Donc c'est des obligations. Je donne l'exemple d'un règlement intérieur. Ouais, mais ça me casse la tête. C'est le dernier truc qui est fait en général. Il est fait que quand il y a une RH qui rejoint l'entreprise, en règle générale, le règlement intérieur va aider à donner du cadre le jour où ça ne va pas. Donc là, on est dans les pays des bisounours, on se dit tout va bien, c'est merveilleux, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mais ça arrive tôt ou tard et c'est normal, c'est la vie d'une entreprise. Et le fait d'avoir un règlement intérieur, ça va te donner des billes pour pouvoir soit juste faire une sanction légère si c'est nécessaire, parfois juste un rappel, c'est tout bête, mais si tu n'as pas de règlement intérieur, tu ne peux pas sanctionner de la même manière et tu as moins de champ d'action, tu as moins de billes. Ça te permet juste de te prémunir en cas de souci. C'est comme un contrat de mariage quand tu te maries, c'est la même chose. Il y a un petit côté aussi, quand je t'écoute, qui peut faire en sorte que ces obligations RH, que l'on peut voir comme toute obligation, quelle qu'elle soit, contrainte, forcée, pas agréable, peuvent aussi, si elles sont bien accompagnées, devenir des éléments de culture d'entreprise. Exactement, des éléments de culture d'entreprise, des éléments de motivation. Si tu prends l'exemple du CSE, ça veut dire que l'ARH et l'employeur vont pouvoir se reposer sur des éléments autres en interne qui vont être porteurs et remontés d'informations RH. Donc justement, autant faire un levier puissant. C'est une obligation certes, mais c'est avant tout quelque chose qui peut être vraiment un atout, qui peut décharger l'ARH, qui peut pas tout mener de front et qui peut permettre de répandre un peu mieux à que ce soit la culture, mais que ce soit aussi les informations, les politiques internes. Enfin voilà, mettre de l'huile dans les rouages encore et toujours. J'adore. On va finir cette interview, Amandine, avec quelque chose, parce que bien évidemment qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Tu es maman de 3 ados, tu es entrepreneur. Et c'est quoi pour toi? Comment tu fais pour garder un équilibre là-dedans? Vaste sujet, je ne l'ai pas toujours. Il y a des mois où c'est compliqué et d'autres où ça l'est pas. Mais le fait d'être à mon compte me donne plus d'aisance dans la manière de prioriser, je dirais, les sujets. Quand à la maison, il y a besoin de plus d'attention, etc., j'arrive à réajuster, à mieux, pas à mieux prioriser, mais à davantage savoir dire non. C'est plus ça, en vrai. Moi, le passé à mon compte m'a permis de mieux savoir dire non quand c'était nécessaire. Que j'arrivais pas à faire en tant que CDI. D'accord. Il y a un switch de posture, en fait. Quand je t'entends, il y a vraiment ça. C'est avant, quand tu étais salarié, quelque part, tu faisais le même métier, tu avais la même expertise, mais tu t'imposais des contraintes différentes. En tout cas, je pense qu'au travers peut-être d'un besoin de reconnaissance, il y avait un côté de je vais dire oui parce que comme ça, je suis là, je fais. Et je sais pas vraiment comment ça s'est fait un peu naturellement, mais le fait de passer à mon compte, je me suis un peu délestée de ça en me disant advienne que pourra, je le ferai. Et pourtant, j'ai vraiment le même état d'esprit. C'est-à-dire que j'interviens chez mes clients comme si c'était mon entreprise, comme si j'étais en CDI, rien n'a changé. Oui, avec cette volonté de bien faire, d'apporter le meilleur conseil possible, meilleure expertise possible. Exactement, sauf que
quand j'ai besoin, j'arrive à plus jauger et je prends davantage soin de moi. Enfin voilà, j'ai compris que je suis le seul maître à bord, donc il faut que je sois en capacité d'avancer et d'être opérationnel. Donc pour ça, ça passe par le fait de prendre soin de soi, le soin de ses proches, etc. Ouais. En fait, là, tu sais que le pilier, c'est toi. Et que le pilier, il a besoin aussi de temps off, de gérer ce qu'il a géré, autre que juste produire. Quand je t'écoute, j'ai un peu cette Exactement. impression-là. Exactement. Avant d'être entrepreneur, tu me demandais mes passions. C'est pas que j'en avais pas, mais je n'avais pas le temps de m'en soucier. C'est ça la différence. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que tes enfants t'ont appris? Devenir maman, qu'est-ce que ça t'a appris en termes de posture, justement, La patience. Comment répéter quelque chose 10 fois sans s'énerver? Alors sans s'énerver, pas toujours. En tout cas, auprès des salariés, ça m'a permis de, voilà, je peux répéter inlassablement les choses, c'est OK. Ça m'a appris à passer jusqu'à ce que le message il soit bien rentré, bien compris, c'est ça? Exactement, en espérant qu'il soit un jour bien rentré, bien compris. Ça m'a également appris à passer d'un sujet à un autre, à être dérangée tout le temps. Je pense qu'avec 3 enfants, forcément, tu es sollicité tout le temps. Donc, ça m'aide à passer d'un sujet à un autre constamment. Donc, c'est aussi pour ça que je suis à l'aise à travailler sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ou qui sont court terme, long terme, etc. La prise de recul. Rien n'est grave. J'arrive à avoir on me dit souvent que je suis quelqu'un de posé, que j'inspire confiance et le calme parce que je pense que voilà, j'arrive à gérer n'importe quel sujet, quel qu'il soit. Que ce soit, là je parle aussi bien pro que perso. Le côté apaisé et pas overreacting, quoi. Non, c'est ça. Je suis vraiment quelqu'un qui va être calme. Et du coup, alors avec les enfants, pas toujours, mais... Amandine, tu lances bientôt une nouvelle offre et moi je l'ai trouvée absolument géniale parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui, en tout cas je ne l'ai pas trouvée, qui correspond très bien dans cette volonté de ne pas choisir entre le salarié et l'entreprise. Est-ce que tu veux bien nous en toucher quelques mots, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. En fait, c'est un projet de cœur. Je l'ai en tête depuis plus d'1 an, mais j'avais besoin de prioriser les 2 parties de mon activité. Donc, la première, RH à temps partagé. Et la seconde, c'est celle-ci. En effet, j'ai envie d'accompagner, que ce soit les salariés et les employeurs, parce qu'on a toujours, j'ai toujours pas envie de choisir, dans les départs pour qu'ils soient manœuvrés en bon terme. Il y a effectivement pas ou très peu de structures ou de services entre l'ARH qui doit défendre les intérêts de l'employeur et le salarié qui a besoin de conseils pour amorcer un départ en bon terme. Ou une demande de promotion aussi. Oui, ou une demande d'augmentation. En fait, ça peut se décliner sur tout un tas d'aspects de la vie d'une carrière. Donc là, je parle de départ, mais ça peut être en effet en cas de promotion, savoir comment bien se vendre après X années dans un poste. Ça peut être comment je fais, c'est mon premier métier, c'est mon premier job, je sais pas à quoi je dois faire attention, quels sont les points d'attention, comment je gère ça, ou encore comment je dois aller négocier une augmentation, c'est quoi la bonne posture. En fait, il s'agit davantage de posture et de conseils très opérationnels que j'ai pu acquérir tout au long de mon expérience et presque la petite voix de la bonne copine qui a le bon conseil au bon moment. Parce que ce qui va se passer, c'est quand il t'arrive quelque chose dans ta carrière, quand tu as un tournant dans ta carrière, tu vas te tourner vers ton entourage la plupart du temps. Oui. Au mieux, tu auras quelqu'un qui aura vécu la même chose qui pourra bien te conseiller. Au pire, tu pourras avoir soit des mauvaises informations, ou soit des informations de gens qui ne sont pas passés par là. Et je trouve que nous, en RH, on est les mieux placés pour conseiller parce qu'on a les 2 envers du décor. Pour autant, sur l'aspect départ, ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs mois maintenant, juste que j'ai pas communiqué, j'ai pas pris le temps de communiquer dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est encore une fois, j'apporte une solution à une problématique. Je sais pas comment partir de mon job, je sais pas comment prendre le bout, je sais pas comment présenter ça à mon manager, à mon employeur. C'est quoi les conseils, c'est quoi la bonne approche, c'est quoi la bonne posture. Souvent, il y a beaucoup d'affect dedans et il suffit juste d'avoir des conseils pour savoir comment bien manœuvrer en fonction de son contexte, bien sûr. Dans la même lignée, l'employeur, il va vouloir gérer un départ, mais il y a trop d'historique, trop de contexte, trop d'enjeux, et il a besoin de quelqu'un qui soit un peu extérieur, qui gère, parce que d'une, il n'a pas envie de s'en occuper. Il sait que ça va aller au conflit, il n'a pas envie, et en même temps, il peut pas rester comme ça. Je suis déjà intervenue à plusieurs reprises pour les entreprises pour les aider à sortir des collaborateurs où c'était compliqué, dans des contextes compliqués. Oui, parce que quelqu'un d'externe, c'est beaucoup plus neutre, c'est moins d'affect. Et du coup, il y a des vraies solutions, parce que garder quelqu'un, encore une fois, dans une entreprise longtemps, ça
n'a pas d'intérêt si la personne elle est pas bien. Et ça se décline comment? Tu me disais que c'est 1 heure et demie d'échange, c'est Ouais, ça? c'est 1 heure d'échange. Tu m'expliques ton contexte et tu repars avec des actions clés en main et vraiment un contexte. Après, je verrai comment je ferai évoluer l'offre. Peut-être qu'il y aura une part de suivi si c'est nécessaire parce que parfois, 2 à 3 échanges suffisent, parfois 1 suffit, parfois il Mmh. en faut un peu plus. Ça dépend aussi à quelle étape on en est de sa carrière et de son départ potentiel. Mmh. Ce que j'aime bien dans cette approche, c'est que c'est comment reprendre la main sur ta carrière professionnelle en adulte, si je puis dire, responsable, sans forcément aller au clash et tout de suite aller, parce que la plupart d'entre nous avons juste envie de faire les choses bien, que ce soit côté employeur ou côté salarié, hein, Mmh. juste envie de faire les choses le mieux possible Ouais. et parfois il n'y a pas forcément besoin de tout de suite de partir avec des avocats, en fait. Non, 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 exactement et surtout, souvent, c'est la manière d'amener les choses. Mmh. Moi, je l'ai tellement observé, c'est parfois tellement maladroit et c'est juste cette maladresse qui va, mettre les mauvaises billes dès le départ et qui va un peu, fausser Mmh. la discussion et qui va potentiellement la figer et juste avec les bons conseils, ça permet juste d'amorcer la discussion posément mais surtout, faut se mettre aussi à la place de l'employeur. En fait, on va arriver salarié en disant: «Moi, je veux partir, je veux une rupture conventionnelle, je veux ci, je veux ça». Mais de l'autre côté, vous proposez quoi, en fait? Beh oui. C'est ça et c'est toute la différence des gens que je conseille. Bon, bien évidemment, si vous avez envie de contacter, Amandine, je vous mettrai son lien, de contact, dans les commentaires de l'épisode. Vous le retrouverez dans les commentaires de l'épisode pour pouvoir la contacter et prendre rendez-vous avec elle. J'ai envie de conclure, Amandine, sur, si tu avais un message à faire passer aux dirigeants ou aux RH qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? On est en 2025, ça bouge de tous les côtés, ça secoue fort. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de poser? Au RH, je dirais, factualiser et ajouter de la data et marketer vos projets, Mmh. vos échanges, vos discussions parce qu'on souffre souvent de ressources. Pour avoir de la ressource, il faut aller les vendre et aller chercher montrer l'intérêt et je trouve que la difficulté, c'est ça. Parfois, on manque de chiffres, on market pas assez. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça et continuer de communiquer, de davantage communiquer sur nos métiers, sur nos problématiques, l'envers du décor, soit au travers de LinkedIn ou ce type de réseau, pour vraiment montrer. On prend pas assez la parole. En fait, souvent, on prend Non. la parole pour le compte de l'entreprise, mais pas pour soi. Moi, Mmh. j'ai communiqué vraiment de ce que moi, je pense en termes de personne et comment je vois les RH que depuis que je suis à mon compte. Avant, je communiquais pour l'entreprise. Et les dirigeants, sincèrement, est-ce que vous vous feriez opérer par une infirmière? J'ai rien contre les infirmières, on adore les infirmières, c'est un métier très louable. Mais c'est juste que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir déléguer la bonne compétence à la bonne personne. Et n'attendez pas en fait d'avoir un sujet problématique parce que d'une, ça peut vous faire gagner de l'argent d'avoir une bonne RH. S'il y a des sujets infinis où on peut prouver par A plus B qu'avoir une RH, oui, ça va vous coûter à l'instant T, mais ça va vous rapporter parce que les choses seront bien faites derrière, donc ça rapportera du temps et de l'argent. Et de l'autre, n'attendez surtout pas d'avoir un problème pour gérer ça parce que ça va vous aider à ne pas en avoir en fait, ou à les amoindrir. ouais, et puis pour les structures sur lesquelles toi tu t'es spécialisée justement, bah, en fait, pas obligé d'avoir un temps plein non plus. Complètement. D'avoir une offre adaptée. Super. Eh bien, merci beaucoup Amandine, merci pour ce partage. J'espère que ça aura plu, à nos auditeurs et nos auditrices de voir un petit peu l'envers du décor, de voir un petit peu aussi, l'attachement, des RH qui œuvrent au quotidien. Qu'est-ce que c'est que ce rôle de RH partagé qui émerge de plus en plus et prend de plus en plus, place et de repositionner un petit peu les rôles et les attentes de chacun. J'ai passé un très bon moment, Amandine. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Et si cet épisode vous a parlé, a résonné en vous, bien évidemment, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin, parce que c'est en mettant ces sujets sur la table que l'on fait bouger les choses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez tester le coaching et que je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram by-reset-yourmind. Et Amandine, on peut te contacter Sur ma page LinkedIn. sur ta page LinkedIn. On retrouvera le lien dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci.